Bonjour, pas d'électronique, pas d'Arduino, pas de papis, pas de robot aujourd'hui. Non, je viens vous parler d'une autre de mes occupations favorites, ce que moi j'appelle le bricolage papier. Mais en fait, ça regroupe diverses activités, ce qu'on appelle le papercraft, notamment le modélisme papier, mais également un peu par rapport au photophore qu'on voit à l'arrière, le scrapbooking aussi, ça rejoint un peu. Bref, tous des bricolages qui consistent à assembler des choses en papier. Et ce que j'aime beaucoup faire. Alors ici, en l'occurrence, les deux fabrications de l'avant-plan sont des antiquités romaines que j'ai fabriquées, mais que je n'ai pas conçues. Et à l'arrière, on a deux photophores que par contre j'ai conçus et fabriqués. Et en fait, j'ai eu envie de faire une vidéo sur la fabrication de ces deux photophores. Il y a quand même un historique, et donc, mais ça fera l'objet de la vidéo suivante. Je vais en parler ici. Là, je vais juste présenter les petites fabrications qui sont là devant moi. Notamment ici ce qui s'appelle, ça c'est la porte prétorienne du castrum de Porolysum. C'est un castrum romain du 1er siècle après Jésus-Christ qu'on peut toujours voir en Roumanie. C'est un très beau site archéologique. Cette porte, elle s'était plus ou moins effondrée en fait, mais elle a été reconstruite telle qu'on la voit là, ou à peu près. Et ça, par contre, c'est un modèle qui a été conçu par mon ami, je peux dire mon ami parce qu'on se connaît bien, on se fréquente sur un forum, mon ami moteur au Brésil, que vous pouvez retrouver sur son blog Papermo. Je mettrai le lien en commentaire, enfin, dans les descriptions de la vidéo, vers son blog. Il propose comme ça plein de petites maquettes, il n'y a qu'à télécharger les PDF, découper, plier, coller, voilà, on peut faire des choses assez sympathiques. Celle-ci, elle m'a donné un peu de fil à retordre parce que j'ai voulu la réduire, elle était plus grande à l'origine, donc je l'ai réduite un peu, donc ça m'a donné un peu de galère, notamment avec les barrières en bois, ceux qui sont en papier. Et voilà, et aussi celle-ci, c'est lui aussi qui l'a créée, c'est le four de Modeste à Pompéi. Alors ceux qui ont eu la chance d'aller à Pompéi, ce qui n'est pas mon cas, ont pu voir ce four tel qu'il est là. Mais sans là, moi je l'ai agrémenté un peu, hein. J'ai mis une matrone romaine là, j'ai mis une pelle, la pelle du boulanger pour mettre les pains, et puis j'ai fabriqué des pains en papier mâché, un pain pas cuit, des pains cuits, voilà, pour un peu redonner un peu de vie à cette antiquité sans trahir le boulot de moteur. Alors, donc ça c'est des choses que je fabrique couramment, j'en ai plein à ma petite vitrine, j'aime beaucoup. C'est éphémère évidemment, c'est du papier, mais j'aime beaucoup. Ça conserve quand même pas mal de temps. J'en ai dans ma vitrine qui ont plus de 10 ans et qui sont encore intacts. Donc voilà, et surtout derrière, donc c'est l'objet, ce qui m'a décidé à faire de vidéo, il y a les deux photophares, je vais les rapprocher, on les verra mieux. Voilà, et je vais dézoomer, c'est pas la peine de les voir en gros plan non plus. Après, si je laisse en gros plan, on voit toutes les choses que j'ai mal faites. Voilà, donc il y a deux photophores ici, donc que j'ai fabriqués. Bon, en fait, au départ, je voulais fabriquer des photophores pour les fêtes de Noël. Donc je vais en faire, mais pour m'entraîner, j'ai fait ces deux-là. Il y a à gauche, c'est Milag, bah, c'est notre école de musique, hein, qu'on a fondée avec ma fille, qui a son assemblée générale dimanche. Donc j'ai fait un petit photophore pour décorer. Et puis à droite, bah, c'est un pour mon petit-fils, hein, c'est Dragon Ball Z pour les experts. Et donc, en fait, l'idée m'est venue en voyant une vidéo d'une scrapbookeuse qui proposait de faire des photophores dans le même genre. Seulement, c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Enfin, beaucoup trop compliqué. J'en fais des tonnes encore. Disons que c'était un peu trop compliqué pour moi, dans la mesure où il fallait acheter des bocaux spéciaux en plastique, qu'il fallait commander, parce que ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, des petits bocaux aux bonnes mesures. Il fallait utiliser à l'intérieur du papier velin, c'est pareil, qu'il fallait commander. Ça se trouve peut-être en grande surface de loisirs créatifs, mais j'en ai jamais vu. Et surtout, il fallait utiliser des dies. Alors, un die, c'est une espèce de petite plaquette en métal. C'est génial, hein, que les scrapbookers adorent. Et en fait, ça permet, en utilisant une presse, de faire des découpes dans du papier. Il y a toutes sortes de dies qui font, pour faire des Pères Noël, des étoiles, des animaux, sur tous les thèmes, des fleurs, des arabesques, tout ce que vous voulez. C'est intéressant, ça fait du boulot sympathique. Mais bon, il faut les acheter, c'est pas que ce soit très cher. Mais il faut aussi une presse qui, elle, n'est pas donnée et que j'ai pas et dont j'ai pas besoin. Enfin bref, tout cet ensemble de choses, là, le bocal, le velin, les dies. Je me suis dit non, moi, il faut que je trouve la façon
de faire ça de manière beaucoup plus facile. Donc j'ai mis au point ces photophores qui ne demandent que trois choses en fait. Un petit ici, ce qu'ils appellent, sur l'étiquette c'est écrit bougie chauffe-plat à LED. Alors je vous assure, ça chauffe rien du tout, hein. Pas à peine d'essayer de réchauffer la dinde de Noël avec ça, ça n'y fera rien. Mais ça se trouve dans une chaîne de magasins discount qui est très connue, et surtout des scrapbookeuses. J'ai l'impression qu'elles y passent toute leur journée, de toute façon, qu'elles ne jurent plus que par cette chaîne de magasins. Il suffit de faire une recherche scrapbooking dans Google, et sur une vidéo sur deux, vous allez voir apparaître le nom de cette chaîne de magasins discount. Je crois que c'est devenu quelque part, comment dire, leur Graal. Bref, donc dans cette chaîne de magasins que je fréquente aussi, moi, j'ai trouvé ces petites bougies chauffe-plat, entre guillemets, pour 1,12 € les 4 avec les piles. Donc voilà, c'est pas vraiment ça qui m'a ruiné. Pour le reste, j'ai pas encore expérimenté vraiment leur longévité, mais ça a l'air de tenir un bon moment. Pour le reste, eh ben, il faut du papier fort. Ça, c'est du papier 210 grammes par mètre carré, que j'ai toujours. Ça, je le trouve dans mon supermarché. Donc, c'est pas difficile à avoir. Il faut un peu de papier calque. Alors, ça, c'est du papier calque d'écolier normal. Il faut une imprimante, bien sûr, hein, pour imprimer les motifs qui sont. On fait un peu ce qu'on veut. Je montrerai dans la vidéo ce qu'on veut y mettre. Dans la vidéo, je ferai un modèle avec un photophore de Noël, orienté Noël. C'est tout ce qu'il faut. Et puis, bien sûr, de la colle, quelques outils. Pour ceux qui s'intéressent, qui n'ont jamais fait, avant de lancer la vidéo suivante, donc ça sera la fabrication des photophores. Mais pour ceux qui s'intéressent, je vais prolonger celle-ci de vidéo avec le matériel nécessaire. Tout ce que, pour faire du papercraft, du scrapbooking, le matériel minimum nécessaire. Vous allez voir, il y a beaucoup d'outils que j'ai fabriqués moi-même. C'est agréable en plus de fabriquer ces outils. Il ne faut pas énormément de choses. Donc ceux que ça intéresse, eh ben, je vous retrouve dans quelques minutes dans mon labo pour vous montrer ça. Non, d'ailleurs pas dans quelques minutes, j'oublie la magie de la vidéo, je vous retrouve tout de suite dans mon labo. Voilà, on est dans mon labo, on va démarrer tout de suite. Alors je préviens ceux qui ont l'habitude de faire du papercraft, du modélisme papier ou même du scrapbooking, ça ne devrait pas vous intéresser parce que là je m'adresse vraiment aux gens qui veulent débuter, notamment aux gens qui voudraient fabriquer mes photophores juste après. Il faut quand même un minimum de matériel. Et donc voilà, je vais présenter ce que moi j'utilise. Il y a vraiment ici, tout est ici de ce que j'utilise pour faire mes maquettes et mes bricolages. Première chose, c'est une plaque de coupe ici. Celle-ci est très vieille, elle a plus de 12 ou 13 ans. Et donc elle est un peu au bout du rouleau, mais on voit que ça résiste quand même bien. C'est ce qu'on appelle une plaque auto-cicatrisante, c'est-à-dire que ça résiste bien aux coups de cutter sans faire des creux, etc. Enfin là, elle est un peu au bout du rouleau quand même. Surtout que j'ai essayé de la nettoyer à l'acétone, erreur grave. Bon, je vais m'en racheter une bientôt. Une comme ça, format A4, ça suffit dans la plupart des cas de travaux. Donc ça, indispensable, vraiment. Ça, sinon, à moins on fout en l'air tous ces meubles. Donc ça, c'est indispensable. Ensuite, une paire de ciseaux, mais surtout pas pour faire les découpages de montage. Une petite paire de ciseaux, ça sert toujours, notamment à séparer des pièces avant de les découper plus finement. Mais il faut éviter de découper les petites pièces avec des ciseaux, c'est pas tout à fait adapté. Moi, je préfère travailler, comme la plupart des gens qui font comme moi, avec un scalpel. Ici, c'est un scalpel X-Acto. Alors, c'est un scalpel vintage, parce que celui-là, je l'ai eu quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire qu'il a maintenant plus de 50 ans, 51 ans passés. Et c'est un véritable X-Acto made in USA, tout en métal, ça bouge pas, c'est vraiment de la super qualité. Évitez totalement ce genre de saloperie. Avec un mandrin en plastique, c'est carrément dangereux, la lame ne tient pas bien dedans. Moi je m'en sers ça uniquement pour maintenir une petite pièce, je la garde quand même parce que j'avais acheté ça par erreur, parce qu'il y avait un lot de lames avec, mais c'est pareil, les lames qui sont livrées avec, c'est de la camelote totale. Toutes les lames ne se valent pas. Il faut avoir des lames de rechange, une petite boîte de lames de rechange. C'est assez cher en fait ces lames, des lames de qualité, c'est quand même assez cher. Par contre, c'est pas la peine de les remplacer sans arrêt.
Moi j'ai ici une vieille pierre aiguisée, très fine. Je pense que c'est une pierre que j'avais dû acheter pour aiguiser des hameçons de pêche. Il en reste qu'un petit morceau. Et là, c'est carrément usé, lisse. On sent quasiment plus le grain. Et donc ça, éventuellement même en le mouillant un peu, mais c'est même pas la peine. Moi, je le mouille plus. Avant, je le faisais. On peut ici repasser le fil. De toute façon, il n'y a que les 2 ou 3 millimètres du bout qui servent, hein, et qui s'usent pour faire du bricolage papier. Donc voilà. Et ça suffit à relancer la lame pour un bon moment. On voit aussi, il y a celle-là, il y a longtemps que j'utilise. Hein. Des mois, des mois, des mois. Elle est carrément usée, on le voit. Mais voilà, ça marche toujours. Elle coupe toujours parfaitement. Je peux en faire la démonstration. Ici, je vais couper, voilà. Je vais couper ici, par exemple, cette petite pièce. Alors, excusez-moi, je suis pas en face, je suis de loin. J'ai pas de loupe. J'ai rien du tout, mais j'ai pas été jusqu'au bout ici. Quoi. On voit, ça a bien été coupé net du premier coup. Pourtant, c'est pas du papier fin. Hein. Là, on est sur du 210 grammes par mètre carré. C'est quasiment le maximum que j'utilise. Il m'arrive d'utiliser du 250, mais c'est très rare. Mais on voit que là, avec cette vieille lame qui est carrément au bout du rouleau, eh ben, ça coupe parfaitement du premier coup. J'ai pas besoin de m'y reprendre 2 fois sans appuyer quand même à la. Donc ne pas hésiter à essayer de réaffûter soi-même ces lames. Là, sur un morceau de pierre comme ça usé, ça doit trouver même, on doit pouvoir faire ça avec un caillou. On est plus sur un affûtage comme le rasoir du barbier sur le morceau de cuir que sur un vrai affûtage à la pierre. Hein. Mais voilà, ça, il fallait que ce soit dit aussi. Donc là, quasiment, on en a presque assez. Moi, bien sûr, j'ai d'autres outils. Ensuite, un outil qui me sert beaucoup, c'est celui-ci. Ça, c'est un outil qui permet que j'ai fait avec un clou, que j'ai enfoncé dans un morceau de sapin, et que j'ai surtout taillé en pointe ici, effilé, et le bout, il est arrondi. On ne voit pas, hein, c'est petit, mais j'ai fait ça tout doucement avec du papier de verre et de la laine d'acier pour que ce soit bien arrondi, bien lisse. Idéalement, ça se vend d'ailleurs. Il y a des outils comme ça qui sont une petite bille d'1 millimètre au bout. Ça sert à marquer, à marquer les plis. Je vais par exemple ici le faire ici. Supposons que dans mon modèle ici, je dois plier comme ceci, à cet endroit-là. Eh bien, je vais mettre ma petite règle ici dont je parlerai après. Ça peut être sur un arrondi aussi. Hein. Ça marche de faire on passe avec cette pointe. Alors on voit que comme elle est bien arrondie, ça n'arrache pas le papier et ça n'enlève pas le marquage que j'ai fait au crayon. Mais par contre, c'est bien enfoncé dans le papier et il se plie tout seul là pour faire les pliages. C'est l'usage de cette pointe ça. On peut dire que c'est indispensable quoi pour faire du beau travail. Et ça marche aussi en prenant là je suis en parallaxe, je vois pas bien ce que je fais, mais on peut évidemment faire à main levée ici pour faire des arrondis, tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est nécessaire pour la fabrication du photophore dont je vais parler dans la vidéo suivante. C'est très utile. Voilà. Alors cette règle, puisqu'on l'a vu, ça c'est... Moi j'utilise jamais, j'ai un réglé bien sûr en acier, des règles et tout, mais pour d'abord pour couper avec le cutter, une règle en plastique c'est pas une bonne idée. Et mon réglé d'ajusteur c'est un peu trop fin, parfois le cutter passe au-dessus. Donc j'ai fabriqué ça, alors, en fait c'est une vieille lame de scie à métaux, pas trop vieille parce qu'il faut bien vérifier qu'elle soit encore parfaitement droite sur le dos, la poser sur quelque chose de bien droit. Pas un marbre, mais quelque chose comme ça, pour vérifier que c'est bien droit. Parce que parfois, avec la tension, les vieilles lames ont tendance à devenir incurvées, donc là, ça ne marche plus, évidemment. J'ai meulé les dents ici pour pas que ça pique, mais il ne faut pas utiliser ce côté. Un peu arrondi les bords. J'en ai gardé une vingtaine de centimètres, parce qu'il faut que ce soit assez court, sinon c'est pas pratique à manipuler. Et de chaque côté, j'ai collé du ruban adhésif un peu granuleux. Ça doit être du ruban pour coller de la moquette ou quelque chose comme ça. C'est légèrement. Et ça permet, quand on le pose sur le papier pour faire une découpe, que ça ne glisse pas quasiment. Parce que sinon, si c'est le métal directement, sur le papier, ça glisse. Et si on appuie un peu fort avec sa pointe ou avec son cutter, on peut bouger. Et donc là, avec l'adhésif granuleux, ça tient bien, ça glisse bien. Ça c'est pareil, c'est pas indispensable, mais c'est quand même très utile. Ensuite, 2 outils que j'ai fabriqués qui sont bien utiles aussi pour ne pas éviter de faire du travail
sale avec les doigts, c'est deux petites spatules. Alors à chaque fois, mes outils, je mets un anneau de couleur différent. Ça va beaucoup plus vite à les repérer par la couleur qu'à essayer de regarder ce qu'il y a au bout, surtout quand on a ma vue. Et donc, il y a deux petites spatules. Ça, j'ai fait que des clous à béton, des clous en acier, que j'ai chauffés et forgés. Bon, forgés sur mon étau avec un petit marteau, hein, c'est pas bien compliqué. Et en les chauffant avec une lampe à souder. Et puis que j'ai également mis dans un morceau de sapin. Et donc il y en a une petite étroite ici, fine, qui fait environ 2 mm et demi de large, et une autre ici qui fait environ 5-6 mm de large. Et ça me sert à étaler la colle sur... si j'en veux mettre une là, je mets une goutte de colle, puis on peut l'étaler pour bien encoller toute sa partie qu'on a besoin de coller. Et ici, une plus fine pour faire un décollage plus fin sur des pièces plus petites, une plus étroite. Ça, c'est très utile aussi, parce que sinon, pour étaler la colle, si on prend les doigts, on en a vite plein les doigts et on fait des marquages. Et même quand je fais un collage très très précis, comme les flacons de colle en général donnent des gouttes un peu trop grosses, on va voir celle que j'utilise, ça distribue trop de colle à la fois. Donc j'en mets une goutte ici sur un vieux bout de carrelage, et puis ça me permet de prendre une toute petite fraction de colle ici, avec la toute petite spatule, pour venir faire des petits collages de très très fins. Donc voilà, deux outils utiles, presque indispensables. Dans les outils que j'ai fabriqués, il y a celui-ci aussi. Ça, c'est un rayon de vélo que j'ai rendu bien plat ici, que ce soit bien plat. Et ça sert en fait à aller faire des collages au fond dans des endroits inaccessibles, comme on va voir pour coller le photophore dans la vidéo suivante. Et ben, pour aller coller les languettes au fond, et ben, c'est bien pratique d'avoir ce petit truc qui permet d'aller accéder un peu loin. On peut avoir un complément, je ne l'ai pas ici dans ma boîte, en complément de ça pour aller coller des choses encore plus éloignées. On peut avoir une baguette chinoise qu'on a un peu affinée au bout et rendue plate pour aller encore plus loin. Mais bon, avec ça, j'en ai largement assez. Quelques pincettes diverses, c'est des trucs de Camelot, il n'y a pas besoin de... Et ça, c'est deux pincettes ordinaires pour prendre des petites pièces. Celle-ci, je sais pas d'où ça vient, mais je la garde parce que c'est plat, donc ça permet des fois pour coller deux petites pièces qu'on veut absolument pas serrer, on veut pas toucher avec les doigts. Venir coller deux petites pièces, les serrer, ça peut servir. Là aussi, pareil, pour maintenir un tout petit collage délicat, pour le maintenir le temps que ça sèche, on peut utiliser cette petite pince comme ceci, voilà, qui vient maintenir. Bon, mais ça, c'est vraiment pas indispensable. C'est parce que je les ai que je m'en sers un peu, mais on peut très bien faire ça. Deux clous ici emmanchés dans des bouts de bois, ça je m'en sers quasiment jamais. Ça c'est pour quand j'ai besoin de faire un trou dans le papier, c'est rarissime quand j'ai besoin de faire un trou. Par exemple dans les photophores, si on veut les suspendre, on peut faire un petit trou avec la plus petite ici pour passer un fil. Et enfin un dernier outil que voici, c'est un bout de lame de scie à métaux également que j'ai rendu ici, pas coupant du tout mais que j'ai bien biseauté. Ça permet, après, quand on a mis une goutte de colle, comme tout à l'heure, elle vient durcir, ben, ça permet de l'enlever facilement et de la gratter. De même sur la plaque de coupe, quand on a une goutte de colle qui a durci, et ben voilà, on peut la décoller facilement avec ça. Sur les spatules aussi, pour décoller la colle qui s'est accumulée. Voilà, ça c'est utile. Pas indispensable. Vaut mieux pas faire ça avec son cutter, parce que sinon il est vite mort. Donc avoir quelque chose comme ceci, c'est bien pratique aussi. Au point de vue outils, c'est tout. Là, dans mon labo, quand je travaille dans mon labo, j'utilise facilement ici. Alors ça, c'est particulier parce que j'y vois plus vraiment bien. Une lampe loupe comme ça, mais j'en ai parlé, je crois, dans d'autres vidéos. Et sinon, quand je suis dans mon bureau, j'utilise ici cette lampe loupe que j'ai présentée dans une autre vidéo. Ça marche bien aussi. Juste dans la vidéo, j'ai dit que j'utilisais le grossissement 2, mais c'est même pas la peine. Là, maintenant, je travaille avec le grossissement 1,5 pour faire découper du papier. C'est très suffisant. Ensuite, quelque chose de quand même indispensable. Donc, je veux dire, c'est indispensable, c'est d'avoir un jeu de crayon feutre pour marquer les tranches. Parce que, supposons, je vais faire la manip ici, par exemple, j'ai une pièce ici marron. Voilà. Je vais venir faire une coupe sur cette pièce. Je vais la faire à main levée. Petite coupe en zigzag. Voilà. Quand je vais monter,
que je vais la coller sur mon montage, et ben ça va faire moche que le bord ici soit blanc. Donc il faut avoir des crayons feutres pour passer ici. Pas pour colorer là, hein, ça, on suppose que ça a été coloré par l'imprimante, mais pour après colorer les tranches pour qu'elles soient à peu près raccord avec la couleur de la pièce. Sinon dans votre montage, il y a plein d'arêtes blanches et ça fait très moche. Donc avoir un jeu de crayon feutre de toutes les couleurs. Le gris, le gris, j'en ai plus d'ailleurs, il est usé. Le gris, c'est bien parce que c'est passe-partout. Euh, c'est toujours mieux que de laisser blanc. Si on n'a pas exactement la bonne couleur, c'est toujours mieux de mettre du gris que de laisser blanc. Et dernière chose, les cols, évidemment, parce que tout ça, il faut le coller. Donc moi, j'utilise deux cols, celle-ci, la Tacky Glue. Alors ça se trouve dans le même magasin de hard discount, dont je cite pas le nom, mais où on croise un client sur deux que c'est une scrapbookeuse. Et ça coûte que 90 centimes, mais elle est vraiment bien. Il y en a quand même plus de 100 grammes là-dedans. Et c'est pas cher. Et surtout, elle est repositionnable pendant quelques secondes. On peut ajuster le travail qu'on a fait. Elle imprègne pas le papier, qui se détrempe pas trop. Enfin, il n'y a pas de secret, il y a de l'eau dedans. Hein. Il se détrempe pas trop. Et derrière, elle prend quand même assez vite, après avoir été repositionnée. Elle est blanche pour qu'on la voit bien quand on la met, mais elle est transparente au séchage. Donc elle est vraiment quasiment parfaite. Juste un petit... Faire attention, au séchage, elle est un peu brillante. Donc si on en a mis, si on a débordé sur son papier qui est mat, ça risque de se voir un peu. Donc il faut faire attention de ne pas déborder. Mais sinon, très très bien. Alors avant, j'utilisais, c'est conseillé par beaucoup, de la colle vinylique à bois, la colle qu'on trouve en grande surface de bricolage. C'est pas mal, mais c'est pas pareil, ça imprègne beaucoup plus le papier, la colle vinylique à bois, ça le déforme, il se déchire plus facilement pendant le collage. Enfin bref, franchement, je vous suggère vivement d'utiliser cette colle Tacky Glue. Moi, depuis que je l'ai découverte, je ne m'en sépare plus. Et à tout hasard, j'ai toujours aussi dans mes affaires un petit flacon de colle cyanoacrylate en gel. Ça, c'est surtout pour des collages extrêmement délicats, tout petits, des pièces minuscules qu'on a du mal qu'on a du mal à maintenir, donc il faut que ça prenne très très vite. Et ben là, on met une toute petite goule de cyanoacrylate et puis ça permet de faire des montages très très rapides sur des toutes petites pièces. Mais bon, c'est quand même assez rare pour les travaux courants. Cette fois, j'ai fait tout le tour. J'ai montré, bah, il faut pas énormément de choses, surtout que là-dedans, il y en a une bonne moitié qui ne sont pas vraiment indispensables. Mais donc, on peut commencer à faire du bricolage papier, papercraft, et même du scrapbooking avec ça. Il y en a largement assez. Voilà, je n'en dis pas davantage. Éventuellement, ceux que ça intéresse, je les retrouverai dans la prochaine vidéo où je montrerai comment fabriquer un petit photophore de Noël comme celui-ci, que c'est un proto que j'avais complètement raté. Donc j'essaierai d'en faire un plus joli, mieux fini dans la vidéo prochaine. Voilà, bonne fin de journée et à bientôt.